Bonjour et bienvenue à la deuxième saison d'Échangeurs Turcotte, une émission où on réfléchit, on discute, on dialogue sur des enjeux importants pour les gens de la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir de retrouver mon comparse, Jules Simard. Bonjour Jules. Salut, ça va? Ça va bien toi? En forme, en forme. Je voulais te faire venir parce que les médias, c'est quelque chose qui nous touche, l'information. On sait qu'il y a des grands changements. Puis on voulait, avec toi, comme tu es un journaliste émérite, faire le portrait un peu de l'évolution du métier journaliste, du véhicule qu'est l'information à travers le temps, entre le moment où tu as commencé et quand tu as terminé, là, il y a quelques années à peine. Donc, toi, tu as été journaliste, pas toute ta carrière, mais une bonne partie de ta carrière. Oui, oui. J'ai commencé quand je suis sorti de l'université en 1974 à la télévision locale dans le temps. Et j'ai arrêté la première fois en 1984 après. J'avais 13-14 ans. J'ai arrêté, j'ai recommencé. Je faisais parce que dans le temps, il y avait une mode qui était d'avoir des correspondants. OK. Or, j'ai été correspondant au quotidien, j'ai été correspondant pour le Progrès du Vent, puis en fait, tous les postes de radio du temps. J'ai fait de la correspondance tout en faisant d'autres métiers. J'ai parti ma propre revue économique qui a fait 2 numéros seulement. C'était très dur, j'avais pas le marché pour ça. Et par la suite, je suis revenu en 2006. Je suis revenu au quotidien. Pas au quotidien, pardon, au Nouvel Hebdo. Et j'ai arrêté en 2017 au Nouvel Hebdo après 11 ans. Puis j'ai fait à peu près Tu as participé aussi. On peut calculer à peu près à 25-30 ans. Wow! On remonte en 74. Tu es jeune fringant, tu rentres pour la première fois. Tu t'en souviens-tu? Tu rentres pour la première fois dans ton bureau. Comment ça se passe, une salle de nouvelles à cette époque-là? À la télévision locale, ouais. OK, tu faisais tout. OK. Comme aujourd'hui encore. C'est ça, c'est-à-dire que j'étais le seul employé. Donc, j'étais en même temps caméraman et animateur. Donc, ce que je faisais, c'est que je partais à la caméra, OK? Je la mettais sur... on avait du noir et blanc, la couleur n'était pas encore là. On avait du noir et blanc. Je partais à la caméra, je faisais venir mon invité et après, je faisais mon cue pour commencer l'émission. Et ça avait qu'un seul plan de caméra pendant 20 ou 30 minutes avec la personne avec qui je faisais les entrevues. Après ça, quand j'allais à l'extérieur, on avait ce qu'on appelle ça un porte-papier à ruban, mais mobile. Alors, je faisais beaucoup de caméras comme ça avec la caméra sur le dos. Et on filmait intégralement les conférences de presse ou enfin les activités sportives qu'il pouvait y avoir, sans beaucoup trop de commentaires. Parce que en même temps, je tenais la caméra, là, oui. Tu comprends? Et par la suite, on n'avait pas de grosse table de montage, donc on n'était pas en mesure de refaire du son. Je présentais donc... C'était à la voix comme je te pousse. Oui, mais ça devait être une belle école quand même, parce que quand tu es obligé de toucher à tout, tu as plus d'outils, tu es mieux préparé pour... peu importe les problématiques, contrairement à moi, par exemple, s'il y a un problème avec une caméra, je ferme tout parce que j'ai aucune idée comment ça marche. Ouais, c'est ça. Oui, ça permettait effectivement au niveau technique de pouvoir être en mesure de comprendre aussi de quelle façon, puis ça te préparait à mettre aussi en scène ta caméra, ta caméra de ton émission. C'est toi qui faisais un peu la misère. Je me souviens, une des entrevues qui m'a le plus marqué et qui avait marqué aussi l'invité avec qui j'étais, c'était Sol. Oh! Marc Favreau. Marc Favreau, qui avait un spectacle, effectivement, à Dolbeau-Mistassini, à Dolbeau, dans le temps, mais c'est pas grave, c'était à Dolbeau-Mistassini, et avec qui et lui, ça l'avait vraiment impressionné de voir que la caméra tournait toute seule et que je faisais mon entrevue avec lui.
c'était quelqu'un qui était très affable, naturellement, Oui. et j'ai eu ce plaisir-là de le faire. Je sais pas, l'émission ne doit plus être maintenant captée, mais on partait la caméra et on faisait nos entrevues. Ça permettait effectivement. En même temps, lorsque j'ai fait ça, j'ai été correspondant aussi pour la chaîne CKRS Radio dans le temps. Je couvrais donc le nord du lac. Je faisais les remplacements. Des commandes? C'était plus des commandes? Ça? Non, tu étais l'événement qui se passait chez vous, c'est toi qui le couvrais et c'est toi qui faisais son reportage à la radio à ce moment-là, soit en direct là, ou encore que tu enregistrais pour pouvoir être en mesure. Tu enregistrais ton topo et tu l'envoyais. C'était une école qui te permettait effectivement... Moi, j'ai appris sur le tas le métier de journaliste, par exemple. OK, j'avais une formation en sciences politiques, mais j'avais pas une formation en journalisme. Okay. La seule formation que j'avais en journaliste, c'est d'avoir lu beaucoup de textes de journaux. Oui, comprendre, analyser l'actualité. Ça, exactement. Exactement. Donc, ça me permettait de couvrir. On était quand même dans le temps, un qu'Adolfo-Mistassini, si ma mémoire m'est fidèle, 6 journalistes. OK? On couvrait CJPM TV. C'était encore par la correspondance. Il y avait beaucoup de correspondants. Il y avait CHVD dans le temps qui était là à la radio. CHRL avait un correspondant. Nous avions Le Quotidien qui avait un correspondant. Il y avait TVA, ça s'appelait pas TVA dans le temps, ça s'appelait CJPM, et CJPM avait aussi son correspondant. À Radio-Canada, nous avions un des journalistes qui pratiquait, qui était aussi correspondant pour Radio-Canada. Donc, il y avait vraiment, au niveau régional, des gens qui étaient sur place pour couvrir on n'était pas à plein temps. Ouais. Mais on était... Est-ce qu'il y avait de la compétition entre vous, dans le sens où, tu sais, je veux dire, avec des scoops, là, Dolbeau, il ne devait pas en avoir beaucoup. Vous devriez tout le temps vous croiser, être tout le temps... Oui. En fait, dans le temps, tu avais beaucoup de couverture qui se faisait. Donc, on se ramassait tous les six avec le même donneur d'informations. On faisait cette couverture-là et ça permettait... Puis il faut que tu te dises que moi, quand j'ai commencé, on avait un événement majeur qui se passait, qui était l'enquête publique menée par la commission municipale sur ce qui s'était passé à l'hôtel de ville de Dolbeau dans le temps, c'est-à-dire la fraude, les éléments de fraude. On sait qu'il y a 6 fonctionnaires qui ont perdu non seulement leur emploi, mais qui ont été poursuivis pour fraude au niveau de la municipalité. Or, ça, tout le monde avait les yeux braqués. Oui. Un peu sur Dolbeau-Mistassini, parce qu'on a eu la tutelle pendant un an de temps. Oui, on avait vraiment tout eu à C'était un bébé dans ce temps-là. Oui. Et ça permettait de faire en sorte que, on a tous un peu appris aussi beaucoup sur le fonctionnement municipal. Comme journaliste, on apprenait beaucoup sur le fonctionnement, parce qu'on couvrait effectivement ces événements. Or, il y avait, oui, une forme de compétition, mais cette compétition-là se faisait beaucoup plus sur comment couvrir adéquatement l'information, c'est-à-dire que le sensationnalisme. Exact, merci, était peut-être moins traité. OK? On traitait beaucoup plus sur du fondamental par ailleurs, et le fondamental social. C'est-à-dire que pour nous... On mettait ça en contexte. Oui, et les individus, OK, étaient là pour peut-être compléter, mais non pas comme étant la vedette de l'information. Ce qu'on retrouve peut-être plus aujourd'hui. Tu sais, regarde, aujourd'hui, on a eu hier, là, je m'excuse là, pour le moment où ça va être... Mais on a eu hier une conférence de presse du premier ministre sur les feux de forêt et, il a dit, à un moment donné, il allait dire, oui, il y a une municipalité qu'on a décidé de laisser brûler. Il s'est un peu mal échappé, là-dessus. Alors ça a fait... Nous, là, quand parce qu'on couvre l'individu, tu sais,
François Legault qui faisait une conférence de presse sur les feux de forêt. Le sujet, là, nous, on traitait le sujet. C'était les feux de forêt. Alors, les feux de forêt traités, ça n'a pas la même affaire qu'un individu. Alors, ça, on traitait beaucoup plus l'information comme ça. Il y avait des vedettes à l'information là, qui faisaient l'information aussi, mais ce vedettariat-là, c'était plus le leadership, les idées, la façon dont on nous amenait. Alors, ça nous amenait à traiter l'information, oui, de cette façon-là, au lieu de juste l'individu qui prend une décision et qu'on suit. Quand tu as quitté la première fois là, dans les années 80, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de changements dans ton métier de journaliste jusque-là? Là? Oui, ben, en fait, moi, quand j'ai quitté, après ça, j'étais au quotidien. OK? Parce que, bon, à un moment donné, au début des années 80, il y a un poste qui s'ouvre au quotidien, au Poirier dimanche, pardon. J'applique et bon, j'ai le poste. Et par la suite, on a une grève au quotidien où nous voulions que le traitement de l'information se fasse par des journalistes et non pas par des correspondants. Et je m'excuse auprès de notre ami défunt Laurent Tremblay, qui était à ce moment-là le correspondant du quotidien pour le secteur d'ici. Nous, on avait demandé à ce que ce soit des journalistes qui soient faits. Or, on m'a affecté, à début des années 80, tout le secteur du comté de Roberval. À ce moment-là, ouais, avait un pays à couvrir, là. OK? Donc, on faisait pas du télétravail, mais c'était à partir de chez moi. Donc, je traitais tout ce secteur-là. C'est ça, là, c'était le téléphone. Et les premiers fax. Oh, ça, là, c'était quelque chose. Ben, en tout cas, technologiquement parlant. Donc, on pouvait commencer à traiter de l'information avec de nouveaux moyens aussi. Donc, on pouvait être affecté. Et j'étais donc à l'écrit à ce moment-là. Et l'écrit avait, tu sais, par rapport à... j'ai commencé à la télévision, j'ai fait de la radio comme correspondant et j'ai aussi fait de l'écrit, naturellement, quand je suis entré au Poirier dimanche et par la suite au quotidien. Et j'ai fait une bonne partie, là, plus de ma carrière après ça, à l'écrit. Et c'était une façon, on était un peu les leaders au niveau régional avec l'écrit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la radio, ça collait un peu sur la façon dont on avait traité la télévision, qui avait plus de difficultés à faire de l'instantané. La radio a toujours été pour l'instantané, mais et la télévision, ben, c'était avec tout le Bataclan qu'il fallait qu'il traîne, parce que dans le temps, tu n'avais pas une petite caméra que tu mettais au bout de ton cellulaire. C'était... alors, il y a eu toute cette évolution-là, technologique, qui a amené dans nos pratiques journalistiques, effectivement, à se changer, à s'adapter aussi, à être peut-être plus instantané. Donc, c'est peut-être de là que vient le traitement d'aujourd'hui, où on a arrêté peut-être d'être un petit peu plus social dans notre couverture pour devenir un petit peu plus individualiste ou encore avec des vedettes. Oui, c'est ça, le spectacle dans tout ça. Fait que là, tu arrêtes une partie de ta vie, tu fais d'autres choses, tu es attaché politique, etc. Tu restes dans l'actualité, tu continues de suivre ça. Puis quand tu recommences à devenir journaliste, au Nouvel Hebdo, entre autres, il s'est passé un temps. Est-ce que tu as eu à te faire former sur les nouvelles machines, tu sais, l'arrivée de l'ordinateur, tout ça, ça a-tu changé pas mal d'affaires? Oui, ben en fait, toute la couverture, tu sais, quand je suis entré je suis revenu au quotidien, pas au quotidien, pardon. Ben, il faut dire que de 1989 à 92, 13, je suis redevenu correspondant pour le quotidien dans le secteur. Alors, ce qu'on avait réussi à enlever, ben, ça n'a pas tenu. Parce qu'à un moment donné, en 1984, on me demande de revenir dans la salle de rédaction à Chicoutimi et on fermerait le poste ici local, qui était local. Parce que, bon, par manque de journalistes, là, il commençait à y avoir un effritement
par le bas des journalistes. On me demandait. Alors, j'ai dit non, je ne retourne pas dans la salle de rédaction. Donc, j'ai arrêté de faire du journalisme à ce moment-là. Mais je gardais des correspondants. J'ai gardé des correspondants tant à la radio de Radio-Canada, entre autres, j'ai été correspondant. Mais on faisait des correspondances, point. C'est-à-dire qu'on couvrait. C'était plus de la couverture que de la recherche. Puis il faut dire que la couverture prenait beaucoup de notre temps aussi à ce moment-là. Les gens avaient pris des habitudes de faire soit des conférences de presse ou encore beaucoup plus facilement, ou encore quand on couvrait un événement, on était invité à un événement, donc tu couvrais l'événement, tu passais ta soirée, c'était en même temps que l'événement se passait, là, pour voir ce qu'il en était. Et on faisait aussi beaucoup de couverture du politique local. C'est-à-dire que le politique local se faisait beaucoup plus en couverture que par de la recherche ou de trouver les scandales où est-ce qu'on avait... Ton rapport avec les politiciens ou les gens que tu interviewais, comment ça se passait? Est-ce qu'il y en a qui te prenaient en grippe ou il y en a qui étaient contents de te voir, qui te faisaient passer l'information? C'est quoi, comment tu pourrais qualifier ce rapport-là là, avec les gens qui avaient des fonctions? Moi, je partais du principe que quand tu avais été élu, soit maire ou mairesse ou encore, tu avais le devoir d'informer tes commettants adéquatement. Or, quand je posais mes questions ou quand je m'adressais à eux, c'était vraiment pour permettre à l'individu de pouvoir informer adéquatement sur un sujet quelconque. Donc, je respectais ce que l'individu me disait. Je le réécrivais quand j'étais à la presse écrite ou encore dans mes topos lorsque je le faisais. J'avais ce respect-là des individus, peu importe lesquels ils étaient. Et lorsque je faisais donc mes textes, je m'organisais pour que ce soit non pas Jules Simard qui le faisait, mais on avait dans ce temps-là la fameuse pratique de dire il faut que tu sois honnête à défaut d'être impartial. Et, parce que l'impartialité, qu'on le veuille ou non, ça, c'est... Il y en a-tu qui étaient faciles, tu sais, dans tes souvenirs, là, y a-tu des politiciens que tu faisais, lui, il est fun à interviewer, puis d'autres, au contraire, tu faisais pas... Ouais, ben, disons qu'Henri-Paul Brassard ne donnait pas sa place dans le temps. Dans le positif ou négatif? Dans le positif. C'est lui qui était en mesure. Et il nous emmenait toujours avec un point où il nous amenait collectivement. Puis je le dis là, très honnêtement, là, c'était celui qui était capable, de par son commentaire, de nous amener collectivement à faire des actions, de par ses propos. Et puis il avait un respect de son milieu, je pense aussi, puis il voulait que son milieu soit, et non seulement le meilleur, mais vraiment le leader du coin. Ça l'a permis de faire en sorte que peut-être qu'il y a des gens qui, dans d'autres municipalités, se sont sentis un peu lésés, mais il était celui qui pouvait l'amener. J'ai eu en fait, pas des commentaires, mais des difficultés avec certains politiciens lorsque... des sujets sensibles? Je peux en parler là, il est maintenant décédé, là. C'était avec M. Louisville-Bouchard. Louisville-Bouchard était quelqu'un qui était intéressant parce que c'était le politicien localement qui avait toujours un franc-parler puis qui nous amenait Et il était à un moment donné, les dernières années de sa vie, lorsqu'il s'est présenté pour pouvoir être le maire de la ville de Normandin, il était avec Gilbert. Il était contre M. Gilbert. Et il était aussi préfet de comté. OK? Et lors d'une rencontre à préfet de comté, il fait une déclaration qui est le contraire de ce qu'il voulait dire parce qu'il avait pris un petit verre de plus. Et je l'ai planté. J'ai sorti la déclaration qu'il avait dite, mais
qui était contraire à ce qu'il avait toujours dit. Je le savais un peu. J'ai dit, je fais quoi, là? Tu sais, je me suis dit, je fais quoi? Il a dit ça. Je l'ai... Il l'a dit. Il l'a dit, là. Je l'ai sorti. Et dans le temps, à CHRL, notre ami Jean-Claude avait pas couvert l'événement, mais il avait repris un peu l'élément de mon texte, puis avait essayé de comprendre ce qu'il allait être. Jean-Claude n'avait pas été là, mais il avait enregistré le discours. Ah, ça me sauvait les fesses. Ben oui. Louisville m'en a voulu. Toute sa vie. Non, pour le reste de sa vie, parce que lorsqu'il a fait, il a perdu ses élections à la mairie à Normandin, ça originait fort probablement un peu de cela. Et il m'en a toujours voulu un peu. Après, quand il me parlait, il fallait qu'on se jetait pas tout seul comme journaliste. Puis tu as été aussi affecté à faire des éditoriaux, donc à donner ton opinion. Tu es un gars qui a un franc-parler, qui a des idées que tu as dû défendre, tu as amené, tu as voulu faire progresser la pensée de la population avec ça. Maintenant, dans un petit milieu comme chez nous, est-ce qu'on peut vraiment aller au bout de ses idées? Parce qu'on ne peut pas non plus se mettre à dos. On est un peu, comment je pourrais dire, complaisant dans notre milieu parce qu'on veut, comme c'est petit, on veut garder tout le monde. Moi, je prends l'exemple, par exemple, du caribou forestier. Il y a des gens partout au Québec qui vont remettre en question plein de choses, mais ici, dans un milieu forestier, la majorité des gens sont du côté de l'industrie forestière. C'est normal, ça fait travailler le monde. Mais est-ce que tu aurais pu, par exemple, faire un éditorial pro-caribou? Je ne suis pas certain. Ou tu comprends-tu ma question? Et ça dépend. Moi, mon rôle d'éditorial, je le voyais. J'avais pas à être pro ou contre les caribous. J'avais à indiquer que moi, j'ai fait mon rôle d'éditorialiste beaucoup plus en termes d'analyse et que d'amener quelque chose à faire. C'est pas ton opinion nécessairement que tu mettais de l'avant. Je la mettais de l'avant, mais dans le cadre d'une analyse, où est-ce que, bon, je disais ça, voilà qu'est-ce qui pourrait être. C'est à ce moment-là que... Ça, j'ai fait parce que des éditoriaux, quand j'étais le journaliste, il y a eu une expérience qui s'est appelée le Janois, un journal, un hebdomadaire local, qui a duré lui aussi, je pense, 3 numéros. J'étais tout seul comme journaliste, éditorialiste et tout là-dedans, et j'avais tout le comté Roberval à couvrir. Et j'avais fait un éditorial parce que dans le temps, nous avions un cercle de presse, qui regroupait tous les journalistes du Lac-Saint-Jean au sein de cette association-là. Et j'étais le président de cette année-là, j'étais le président, et je t'avais fait un éditorial un peu comme... On avait de la difficulté, comme toute organisation, à mobiliser nos membres pour que... Puis je t'avais fait un éditorial que j'avais un peu comme descendu l'organisme que tu représentais aussi. Que je présidais. Et je veux dire que les confrères n'avaient pas trop apprécié mon texte en disant, ça n'intéressait pas le monde, ça nous intéresse, nous autres, mais ça n'intéresse pas. Ça intéressait un peu le monde parce que quand tu faisais ce genre d'événement-là, si tu recevais, et nous avions d'ailleurs à ce cercle de presse reçu le président de la commission municipale du Québec qui était à ce moment-là le tuteur de la ville de Dolbeau-Mistassini. On l'avait reçu, tous les journalistes, pour voir qu'est-ce qu'il y en était. On n'avait pas un que les journalistes du comté de Roberval pour couvrir l'événement. C'était un des événements où toute la presse locale, régionale s'était ramassée pour voir. Écoute, c'était une personnalité dans le temps. Et une personnalité importante parce qu'il y avait eu une mauvaise administration des affaires publiques et puis c'était quelque chose là-dessus. Alors, c'est tout ça pour te dire que oui, on avait, comme éditorialiste, mon idée, j'amenais une idée, mais je le plaçais toujours dans le sens de l'analyse. C'est un peu une déformation. Le politologue. Tu sais qu'on a toujours.
Parlons maintenant de la technologie, parce que j'ai l'impression que l'arrivée d'Internet au début des années 90, ça a complètement transformé le monde des médias. On le voit encore, on le voit aujourd'hui, il n'y a presque plus de journaux papier, les journaux sont plutôt en ligne, etc. Comment toi, tu as vécu ça de l'intérieur? Parce que... Très difficilement. Non, parce que moi, je le vois juste, là, moi, aujourd'hui, qui a grandi avec l'informatique, mais il y a des nouveaux programmes que mes étudiants maîtrisent, puis que moi, je fais, mon Dieu Seigneur, j'ai besoin d'une formation. Comment tu as vécu ça, toi, personnellement? Quand j'ai repris en 2006, que j'ai repris au Nouvel Hebdo à ce moment-là, on traitait encore l'information comme dans le bon vieux temps. Là. OK. Je traitais l'information comme dans le bon vieux temps. Il y avait un événement, je me présentais sur place, je prenais mes photos, puis je refaisais monter, comme ça. À un moment donné, ce qui m'est arrivé, c'est que là, je recevais des communiqués de presse, moi, sur Internet. Tu les voyais pas passer? Avant ça, moi, quand on m'envoyait un communiqué de presse, on me le donnait en personne, puis on m'expliquait ce qu'il en était, puis je posais mes questions. Là, je recevais un paquet de communiqués de presse. Là, c'était à toi de faire la démarche, je voulais plus d'infos. Là, il fallait que je réécris un communiqué de presse. C'était pas ma façon, mais tu sais, je me suis adapté parce que, bon, si j'avais une question supplémentaire, là, j'appelais la personne qui m'a envoyé le communiqué de presse en disant « Là, c'est que tu veux dire exactement par ça, là, tu sais. » Ça m'a amené à faire ça. Mais ce que je trouvais drôle, vraiment, c'est que ta boîte de courriel, là, je connaissais pas ça, moi. Ouais. Hein? Avant ça, là, tu recevais ça par la poste. Elle faisait 3 jours qu'il était parti, ton communiqué. Alors là, c'est instantané, ça. Il a fallu donc, que je m'adapte à cela, de mon traitement de l'information. Il y en avait que je publiais pas. Dans le temps, je les aurais publiés. Parce que j'aurais... Mais là, il y en a un de trop. Et de deux, c'était vraiment là, de l'information qui était très bien casée et cadrée parce que ça avait été écrit par un spécialiste des communications ou une spécialiste des communications. Donc, quand il te demandait de le réécrire, là, c'est que tu veux que je te dise, le livre, là, je prends le même livre qu'eux autres. Il y a cet élément-là. Vas-y. Ça m'amène à pousser un peu la question sur le rapport avec les gens parce que à une époque, je veux dire, les politiciens étaient disponibles, on leur mettait le micro en dessous du nez, ils prenaient la peine de Et on parler. était sur place. Quand on était sur place. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les politiciens, tout part, on parle de la cassette, mais c'est parce que tout le message passe par des agents de communication qui filtrent pour être sûr que ce soit le politicien qui garde le contrôle du message et non pas le journaliste. Est-ce que ça a été dur de gérer ça? Ça, c'est effectivement vers la fin... même quand j'ai arrêté la première fois en 1980, quand j'ai arrêté, en 84, quand j'ai arrêté, je me disais, je suis tanné de réécrire ce qu'une personne veut que je dise. Oui, c'est ça. OK? Alors, ça, pour moi, ce n'était pas informer les gens. C'était de redonner le crachoir à quelqu'un puis de redire... tu sais, je me disais, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont plus besoin d'être là, moi, là. Pourquoi j'informe pas? Parce que mon rôle, ça a toujours été de vouloir informer les gens. Alors, quand ça est arrivé, ces discours-là, vers la fin, quand j'ai arrêté, moi, en 2017, là, j'avoue que j'étais tanné de ce phénomène-là, où est-ce que quand tu avais... Ce n'était pas toi là, qui couvrait, qui recherchait un sujet, c'était... On t'imposait là, les sujets à traiter, et ça devenait plus difficile à faire le métier. Ça, et il y a l'autre phénomène aussi qui est arrivé avec l'informatique, c'est qu'on a changé la façon de couvrir les événements ou de parler de ton milieu. Parce que tu avais tellement de monde qui t'envoyait, puis l'information, là, ce n'était plus le journaliste qui... Ah, il l'a dit, il l'a vérifié, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, là, moi, j'étais en compétition avec qui? Avec le dernier bozo qui écrivait quelque chose sur Facebook. Qui a écrit exactement le contraire de ce qui s'était passé. Puis là, tout le monde le croyait, lui, là. Parce que, et c'est ça
le gros phénomène puis le gros problème des médias l'arrivée sociaux, des réseaux sociaux. et hein. ça a été ce gros problème-là, c'est-à-dire que les gens croyaient ce que tu lisais, alors qu'il n'y avait eu aucune vérification. Ben regarde, tu sais, tout ce qui s'est passé à Ottawa lors de la crise des camionneurs, Ouais. ça a été un phénomène qui a été monté en épingle par des médias sociaux, qui a été financé par les médias sociaux, et des gens qui, sans aucune approche fondamentale. Est-ce qu'on s'est remis à manipuler l'information Exact. un peu, ce qu'on faisait à une autre époque? C'est encore ça aujourd'hui. C'est là le gros du problème. Moi, je pense sur l'information aujourd'hui, c'est que le journaliste, ou en fait l'écrit, parce que tu avais une responsabilité, tu as encore une responsabilité, naturellement, comme journaliste, quand tu écris un texte ou que tu relates un événement, soit à la radio ou à la télévision, tu as une responsabilité de faire en sorte que ce que tu dis est véridique. Oui, tu dois vérifier tes sources, vérifier tes informations. Et, tu sais, quand et on nous a demandé, la seule autre chose qui nous est arrivée aussi avec l'arrivée des changements, c'est qu'on disait, ben là, le fait divers, là, il devient important. Ouais. Moi, là, le fait divers, là, ça ne t'intéresse pas. J'ai jamais trouvé ça important. Ouais. Mais là, c'était ça, là, parce que tu avais l'instantanéité qui se passait, parce que là, tu peux le faire avec. Et quand on nous disait, il faudrait que tu ailles à telle conférence de presse, peux-tu nous envoyer le communiqué de presse avant, nous écrire un petit texte avant que la conférence commence? Ben non. C'est quoi, là? Tu sais, je veux dire, je le sais qu'il nous donne le communiqué de presse, mais là, tout le monde avait compris que le communiqué de presse, tu le donnais quand la personne commençait à parler, là, hein? Ben ouais. Et non pas avant, parce qu'avant, tout le monde... Tu sais, c'était ça, là, parce qu'on disait, il faut que tu sois le premier à le sortir, il faut que tu sois le premier. Ça, là, moi, le premier à le sortir, là, c'est comme si tu n'avais pas personne qui te suivait comme journaliste. Bien, surtout quand tu as un journal qui sort une fois par semaine. Oui, c'est ça. Ouais. Mais même à ça, là, il fallait que tu me l'envoies sur notre page Facebook, bon, puis ça. Et tu envoyais ton texte là-dessus. Il fallait que tu en réécrives un autre pour le mettre dans ton journal. Puis là, tu disais quoi? Tu l'as déjà dit, là. Ouais. Pourquoi? Tout ce phénomène-là a amené pour faire en sorte que ta crédibilité comme journaliste, tu en avais de moins en moins. Parce que dans le temps, moi, on me suivait comme journaliste. Ah, regarde, c'est Simard qui l'a écrit. OK, on va lire ce qu'il dit, parce qu'on savait que de quelle façon mes lecteurs ou mes auditeurs savaient de quelle façon aussi je travaillais. Ouais. Et ils me suivaient. Mais aujourd'hui, là, t'as plus ça. Puis y a-tu, tu sais, à un moment donné aussi, sans parler de surexploitation de la nouvelle, là, mais on dirait qu'avec les médias de réseau en continu, tu sais, TVA Nouvelles, ben RDI, etc., là, on est rendu à surcréer de l'information. Moi, je compare ça un peu à la journée des échanges au hockey. Ils sont en ondes là, à 6 h le matin jusqu'à 5 h le soir, mais il ne se passe rien, mais ils s'inventent des nouvelles. J'ai l'impression qu'on est rendu là aussi dans les médias. C'est qu'on fait de la nouvelle commentée. On fait du commentaire. C'est parce que, mettons, il y a un ouragan en Floride. Là, on est rendu à trouver quelqu'un qui est déjà allé en Floride pour savoir ce qu'il en pense. Ça ne devient pas un peu exagéré? On n'étire pas un peu la sauce, qui fait aussi qu'on ne prend plus le temps d'écouter vraiment la nouvelle parce qu'on a l'impression que, finalement, c'est des pécadilles. C'est ça. La nouvelle n'est plus traitée. On ne traite plus la nouvelle. C'est parler d'une nouvelle. Des gars, il y a 165 feux de forêt au Québec actuellement. Ouais. Ça, c'est une nouvelle. Ouais. Mais là, c'est... Ah, bon, regarde, c'est que ça a comme effet. Oui, tu peux aller faire de l'information avec ça, OK? Mais quand tu vas demander à une mairesse ou à un maire d'une municipalité qui vient de demander à ces gens de quitter la place, on dit, tout ce qu'on traite, c'est, vous avez dit à vos gens de quitter la place. Oui, mais les conséquences, là, ces conséquences de ça, ça ne se traite pas en information. Là, on fait du commentaire après. Ouais. Hein? Ah, ben, il va arriver telle affaire, il peut arriver telle autre affaire. Il peut arriver telle autre affaire, là. Ça, c'est pas de la nouvelle. C'est pas de la... Mais on le fait
je te dirais pour faire peur au monde ou pas faire peur au monde, mais on le fait de Pour cette façon. l'empire du clic aussi, Ouais, avec exact. Internet, là, plus tu vas avoir de clics, plus tu vas être financé. Il y a une question de financement aussi des médias là aujourd'hui. Là. Ah oui, d'ailleurs, ben, regarde, on s'en rend compte avec les journaux. Là. Les journaux ont toujours été, OK, quand la radio est arrivée, on a dit, bon, c'est la fin des journaux. Après ça, la télé est arrivée, on a dit Là, c'est la les fin de la journaux. radio. Après ça, quand la télévision est arrivée, ben c'est la fin de la radio, puis c'est la fin des journaux. Eh non, les journaux ont repris du poil de la bête, puis la radio a maintenu cette chose. Et la télévision a pris sa place. Par contre, la télévision est devenue un média qui était très couru, parce que tu qu'on avais peut le voir. l'image, c'est Ben ça. oui. Tu avais l'image, l'événement. Ça appelle plus au sensationnalisme aussi. Le feu de forêt, là, tu le vois. Ben oui. Hein, dans le temps, quand Il est tu bien faisais plus épeurant que quand tu te fais décrire un ben feu. Là. oui, voyons Ah. là. Alors, ça, la télévision, donc, a pris beaucoup de place. Et quand Internet est arrivé, on s'est tous assis. La TV, la radio, et parce que tout le monde envoie de l'information sur Internet. Ça devenait un outil pour diffuser davantage à un autre niveau, mais en même temps, c'était noyé à travers les commentaires de monsieur, madame, tout le monde. Exactement. C'est-à-dire qu'on a pris le commentaire comme étant une nouvelle, ce qui n'est pas vrai. Un commentaire te permet de comprendre une nouvelle ou te permet de l'analyser, mais ne t'informe pas sur l'événement en soi, OK? Moi, ça, cette nouvelle commentaire-là, puis c'est devenu la gare à la télévision, c'est devenu la grosse mode. Là. Ben oui. Hein? T'es rendu que tu sais à TVA ou que tu sais Les à spécialistes qui viennent Radio-Canada. T'en as 3 ou 4 là, qui sont toujours là puis qui ont Donnent leur toujours opinion une sur- idée, une opinion, une forme d'analyse. Je te dis pas que c'est pas bon, là. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas. Nous, on avait un rôle dans le temps qui était de dire, voilà ce qui s'est passé. OK? Et voilà les conséquences après, c'était soit dans mon éditorial que je pouvais le traiter, ou oui, je te dis pas que le commentaire n'a pas de place, mais c'est parce que des gens prennent maintenant le commentaire comme étant la nouvelle, ce qui n'est pas vrai. Toi, quand tu as arrêté, tu es devenu attaché politique. Ouais, avant. OK. Ouais. Mais bref, tu as été aussi militant politique, tu as organisé des trucs, tu étais avec M. Laprise, donc tu étais associé au Parti québécois. Est-ce que quand tu es redevenu journaliste, il y en a qui t'ont fait sentir un peu, parce qu'il y a eu des députés puis des premiers ministres libéraux aussi dans le coin, qui t'ont fait sentir ça, que toi, tu étais biaisé, ou on a toujours respecté le fait qu'au-delà de ça, on a fait confiance à ton intelligence pour être le plus impartial possible. Tu sais, quand Michel Aubé était venu me demander, j'étais directeur général au Grand Jardin dans le temps, et Michel m'avait demandé, peux-tu venir m'aider à faire du remplacement pour le journal à ce moment-là. J'ai dit oui, mais j'ai dit, tu sais où je crèche. OK? Tu as été clair, tu as été honnête là-dedans. J'ai dit à lui, tu sais où je crèche. Puis les gens le savaient où je crèchais, parce qu'ils savaient qu'est-ce que j'avais fait. Veux pas. Tu sais, quand j'avais j'ai eu une forme de vie publique. Quand tu écris à tous les jours ou quand tu écris à toutes les semaines dans un journal, tout le monde savent où est-ce que tu as passé la semaine, à tout le moins. Donc, j'ai dit, vous savez où je crée. Ça m'a pas nui en soi pour couvrir l'information, parce que quand je couvrais le lancement de la campagne électorale du Parti libéral en 2007, lors de la venue de Jean Charest à Roberval avec le candidat Blackburn, tout le monde savait qu'il était péquiste. Ouais. Mais je suis allé à la rencontre, j'ai couvert l'événement. De manière et très je l'ai fait, comme je t'ai dit, peut-être pas impartialement, mais vraiment le plus honnête possible, en disant voilà ce que ces gens-là ont dit, de quelle façon ils l'ont dit, puis pourquoi ils l'ont dit. Puis après ça, dans ton éditorial, est-ce que des fois tu te laissais plus aller ou tu essayais de garder en fait cet esprit Non, critique-là? là-dessus, j'ai toujours fait lancer une invitation aux gens d'aller voter, que c'était important, mais j'ai jamais dit d'aller voter pour un tel ou un tel. Okay. Ça, j'ai jamais été jusque-là. Parce que c'était pas à moi à dire à l'électeur, c'était aux politiciens qui s'étaient présentés, voilà pourquoi il faut que vous votiez pour moi. Ça, je m'organisais pour le faire valoir dans le journal,
mais je n'avais pas, personnellement, comme éditorialiste, je ne me sentais pas invoqué de cette vocation de dire aux gens comment est-ce qu'il fallait qu'ils pensent. Ça a été moi, ça, là-dessus. Puis, on parlait de faits divers tantôt, puis c'est une question qui m'a toujours... Parce que moi, c'est une affaire qui me ferait peur. Tu sais, des fois, tu as des choses à couvrir, mais mettons que là, il faut que tu couvres, je sais pas moi, un désastre, un meurtre, tu sais, quelque chose de bien intense, là. Parce que tu as des émotions, tu restes un être humain. Est-ce que ça t'amenait plus de difficultés? Ben, moi, c'est moi qui ai couvert pour le Progrès dimanche le feu de Chapin. OK. Et le feu de Chapin, moi, j'avais une de mes cousines qui est décédée parce que j'avais de la famille, moi, à Chapin. Et lors de la cérémonie religieuse qui se faisait à l'Arena, on était tous les journalistes, étaient tous branchés dans un même coin. Là. Ça a été difficile. C'est là, tu vois une quarantaine de personnes là, qui sont décédées, tu vois une quarantaine de tombes dans l'Arena et tout ça. Et ça a fait. Mais de là de dire que ça a affecté le traitement, non. OK? Mon chef de nouvelles, qui était au Progrès-Dimanche, avait repris un peu quand même une partie de mon texte pour le mettre un peu plus. Il n'est pas supposé de faire ça, là, mais il l'avait fait là-dessus. L'autre événement à caractère de fait divers, c'est que j'ai été pendant une journée de temps gardien de prison. OK? J'étais ce qu'on appelait un Popeye. Ouais. C'est-à-dire que c'était la semaine des gardiens de prison et le chef, pas le chef, mais le directeur de la prison de Chicoutimi m'avait demandé si je n'étais pas intéressé à faire une couverture en étant un Popeye une journée. Donc, ils m'ont mis l'habit du gardien de prison. Et ce qui m'a le plus affecté, c'est quand je suis rentré le matin. Parce que quand je suis rentré le matin, je suis rentré par une porte grillagée. OK, je suis rentré. Ils ont fermé la porte et on m'a rattelé. Mais moi, je l'avais pas, cette attelée-là. Ah ouais, c'était pris là. Ça, le ton, c'est là que tu te rends compte que... Et pendant la journée, en plus, pendant la journée, on a vu une tentative d'évasion à la prison, pas directement à la prison, mais là, quelqu'un qui avait tenté de s'évader devait aller en cours et il avait tenté de s'évader. J'avais eu... on a eu plusieurs événements. Et le soir, quand je suis revenu chez moi, le midi, on avait mangé du bon rôti de porc, puis du rôti de porc de Patagon. Alors, j'avais vraiment... Je te mentirais pas, là, mais j'ai tout envoyé ça que j'avais mangé dans le genre. Ça m'avait... Tu sais, c'est des événements que tu fais pas de haut. Si j'ai ma nièce, moi, qui est gardienne de prison, justement, elle a fait ça à tous les jours. Ouais. Ils savent comment se comporter, puis ces choses-là, mais tu sais pas trop, toi, comment te comporter là-dessus. Ça m'avait marqué, ça. Ça, c'est vraiment deux événements à caractère que je pense que je vais toujours me souvenir. Parce que ça marque là-dessus. Et ça t'amène à réfléchir aussi. Oui. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Là. Je voulais qu'on aille sur comment tu vois l'avenir des médias. Parce que là, on voit que les réseaux sociaux, ça devient compliqué, surtout au niveau du financement. Là, on voit que le fédéral veut passer une loi un peu comme il s'est passé en Australie. On sent qu'il y a déjà un bras de fer là, qui est mis en branle avec les méta Google de ce monde pour ne pas avoir à payer la nouvelle qui est écrite par quelqu'un qui mérite un salaire, là, je m'excuse. Comment tu vois l'avenir de tout ça? Est-ce que tu trouves que le projet de loi que le fédéral, tu sais, que le pied à terre que le fédéral tente de mettre, c'est une bonne idée? C'est quoi ta perception de tout ça? Je pense qu'il va falloir encadrer davantage la question de l'information qui origine soit des médias sociaux ou via Internet, là, OK? Je pense que là-dessus, il va falloir qu'il y ait une forme d'encadrement. Et comme il y en a eu, tu sais, veut dire, la libelle diffamatoire, ça existe aussi pour encadrer les médias d'information. Tu sais, ça va. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Exact. On ne peut pas traiter quelqu'un de tous les noms. Comme ça se fait malheureusement beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux.
ça va être difficile d'en arriver à une forme d'enlever cette anarchie qui existe là actuellement. Ouais. Mais il va falloir effectivement qu'il y ait. Ce qui va aussi fort probablement se passer et qui se passe, c'est que, par exemple, le média écrit, la technique, la façon de couvrir, ça va rester, mais tu ne l'auras plus écrit. Fini le journal. Ouais. C'est le papier là, que tu reçois, soit le dimanche, à cette heure, on le reçoit que le dimanche, le samedi, c'est fini. Pareil comme nous, nos hebdos à nous, papier, le support papier ne sera plus là. Ça coûte trop cher, premièrement, en coût d'impression, pour quoi, une douzaine de pages actuellement. On va prendre cette information-là et on va avoir la page Nouvelle Hebdo qui va devenir ton... Mais ça reste important d'avoir des médias locaux parce que, Oui. je veux dire, les médias nationaux Ça ne va traiteront pas ce qui se passe dans les petites Non, c'est municipalités, ça. etc. Mais ça va essentiel pour les devenir... gens. Tu sais, je regarde la nouvelle génération de lecteurs, de lectrices et d'auditeurs. Et mes enfants, moi, là, ils font quoi? Ils s'informent où? Sur le web. Ils s'informent, point, sur le web. Ben oui. Point. Ben, même Puis ils moi, là. s'informent par la personne qui n'est pas nécessairement un journaliste ou attitré par En plus, ça crée c'est des une chambres habille d'écho ou- puis ça manipule aussi C'est l'information. c'est exactement ça. Donc, après ça, tu viens pour avoir une discussion. C'est un peu difficile. Est-ce que tu trouves, parce que tu sais, il y a des statistiques, il y a des données. Là. Par exemple, dans une région comme chez nous, on est à pas loin de 50 de gens qui sont analphabètes fonctionnels. Ça veut dire qu'ils savent lire, qu'ils savent écrire, mais ils sont incapables de comprendre un texte complexe. Est-ce que ça a aussi un effet sur la nouvelle? Dans le sens où on prend plus le temps de lire, tu sais, on voit le gros titre, la photo, puis on imagine qu'on comprend Et la voilà, nouvelle. on vient de lire. Puis on lit plus le contexte, on lit plus les détails, on n'essaie plus de comprendre. Ça, est-ce qu'au niveau de la population, des fois, tu sens qu'il y a cette incompréhension-là de la nouvelle fine, là? Ça, c'est évident que là-dessus, ça n'amène pas la discussion. Non. OK? Ça n'amène pas la réflexion, surtout. Parce qu'à partir on va lire effectivement le grand titre. Je t'avouerai que des fois, ça m'arrive, moi aussi, de lire un grand titre, de regarder la TV, pas la TV, la photo. Ouais. OK? Mais sur certains types d'événements. Ben, mettons un feu Si je prends le projet de loi qui est en train de se discuter au fédéral, ça, il faut que tu lises là, le texte. Il faut que tu comprennes les parce détails. que tu t'informes, que tu vois ce qui est dedans, et les grands points, puis les conséquences deviennent importantes parce que regarde Google qui décide, non, niet, on passe plus ton texte parce que le fédéral veut que je te paye pour le passer. Tu as utilisé mes façons pour pouvoir le publier. J'ai le droit d'en faire ce que je veux, ça devient public. Un choix d'information devient public quand il est publié, là, qu'on le veuille ou non. Oui. Et même si tu dis, Sauf la que ça loi prend te des protège, gens tu pour ne peux pas. créer des nouvelles qui sont bien faites, qui sont fouillées, qui sont vérifiées aussi. Tu sais. Ça, là, ça va toujours en prendre. Puis il va falloir que les médias classiques, ou enfin les gens qui embauchent des journalistes, soient en mesure de pouvoir diffuser en utilisant le web, qu'on le veuille ou non, mais en étant identifié avec une ligne de conduite et un code d'éthique qui... au même titre qu'on demande pour les politiciens aujourd'hui. Oui, parce que c'est le chien de garde de la démocratie. Tu sais. Oui. Quand on regarde les scandales, on peut penser à la Fonderie Horn, Commission Gomery, peu importe. Là, c'est des journalistes d'enquête qui fouillent pour trouver ça. Et quand on regarde tous les pays qui vont vers des régimes plus autoritaires, on peut penser à la Turquie, la Russie, etc., la première chose qu'ils font, c'est qu'ils limitent le pouvoir des médias de fouiller, ou ça devient des médias d'État qui font juste relayer l'information d'État, fait que tu n'as plus la balance. Fait que là, nous, avec les médias sociaux, on a l'impression que la balance, mais elle est donnée par monsieur, madame, tout le monde qui donne leur opinion, mais que c'est pas vérifié. Donc, ça devient très complexe de se faire une idée quand tu n'as pas les bons outils ou l'éducation ou la littératie pour être capable de comprendre ça. C'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment tout un travail d'éducation qui doit maintenant se faire sur comment on fait
Ça, je sais comment on fait l'information. Il y a des ATM, oui. c'est un bon exemple. Là, ils forment des journalistes, ces choses-là. Mais tu as surtout, quel est le média ou à qui tu peux te fier pour parce avoir que une les information? gens viennent à douter des médias traditionnels. Oui, on se fait douter au même titre que la personne qui a écrit n'importe quoi là, sur tel type d'événement. Hein, on se dit, regarde. Bon, souvent, on va même plus croire une personne qui va dire quelque chose sans donner de preuves, sans donner de faits, sans donner de données. Puis le journaliste qui va avoir fouillé, qui va avoir vérifié dans 2, 3, 4, 5 sources, c'est lui qu'on va mettre en question. Il n'y a pas quelque chose d'anormal. Oui, j'ai une explication, par exemple, à ça. Oui, vas-y. La personne qui envoie toutes sortes de choses va utiliser, et lit son texte, beaucoup de qualificatifs ou de superlatifs. Okay. Un journaliste qui se respecte n'utilise jamais de qualificatifs ni jamais de superlatifs. Parce que tu ne dis pas un très bel événement vient de se produire. Parce que tu dis un événement vient de se produire. Tu ne le qualifies pas. Or, le jour où tu commences à qualifier des choses, oui, tu vas être plus lu. Tu donnes du jeu, tu lui donnes du sensationnel, tu lui donnes des émotions à ton texte. C'est sûr et certain que là, tu es écrit, puis là, tu es lu, puis le journaliste, lui, il est allé te dire 3-4 mots qui sont un des mots, qui ne qualifient pas un événement. Puis la personne qui va parler d'un événement aussi, justement, elle va parler de ses émotions, de comment elle l'a vécu, etc. Comme si une chose devenait générale, puis ça se passait toujours comme ça, tandis que le journaliste, lui, va prendre plus de recul. Et c'est là, des fois, où en enlevant l'émotion, on a l'impression que c'est... D'où la notion qu'on n'a pas parlé beaucoup, on l'a effleuré. Tu sais, la notion d'impartialité et d'honnêteté, là, OK? Ça, c'est fondamental dans la pratique du métier de journaliste, qu'on le veuille ou non, OK? Si tu es le moindrement, tu déroges à ces règles-là, tu deviens tu fais du commentaire. Et quand tu fais du commentaire, oui, c'est une forme d'information, mais c'est une forme d'information biaisée, c'est idéologique, c'est pas le fait en soi. Tu as besoin, toi, tu peux avoir comme récepteur de la nouvelle, tu peux l'analyser et l'interpréter comme tu veux avec tes mains. C'est à toi. Mais après ça, quand tu l'as eu fait et puis que tu dis, voilà ce qui s'est passé, non. Là, quand tu m'as dit ça, puis que tu me dis un très bel événement vient de se passer, là, tu me fais du commentaire, tu m'incites à dire que c'est beau ce qui s'est passé, alors que, tu sais, je pense qu'on a toute une interprétation là, à se faire. Puis, est-ce que ça se peut qu'on ait de la misère à faire la part des choses? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu prends le Journal de Québec ou, tu as la moitié de journalistes qui font de la nouvelle, mais tu as la moitié de chroniqueurs qui donnent leur opinion. Puis des fois, on ne fait plus la différence entre les deux parce que les deux nous parlent d'actualité. Exact. Ça, tu vois, le chroniqueur, lui, c'est son rôle de donner son opinion, mais des fois, on a de la misère à faire notre Ça, c'est un des gros changements qui s'est par rapport au moment où... Quand j'ai commencé, il y avait des éditoriaux. OK? À faire, il y en avait qui faisaient... Mais tu avais une page qui était attitrée à ça. Toutes les autres pages du journal, là, c'était de la nouvelle. OK, tu faisais de la nouvelle ou un reportage. Puis un reportage, là, c'est pas le très beau site des chutes à Montmorency. Les chutes Montmorency n'ont plus d'eau dans c'est ça. Ça, tu peux le dire, OK? Mais quand tu vas dire il est plus beau comme il était, ben là, tu viens pas de faire de l'information, tu viens de commenter un événement qui se passe. Moi, je maintiens que tant qu'on va traiter l'information comme ça doit être traité, c'est-à-dire des faits rapportés, écrits et décrits, là, je suis correct. Mais le jour où est-ce qu'on dit qu'on commence à mettre du qualificatif ou du superlatif à l'intérieur de ton texte, je me suis dit, je veux pas, je vais l'amener à la blague, mais un des premiers textes que mon ami Serge a écrit, à un moment donné, il se fait dire par la personne, il publie le texte, mais il se fait dire par la... Ah non, c'est pas ça que je t'ai dit. Mais tu sais quoi ton problème? Pourquoi tu as eu cette critique de la part?
Tu as mis beaucoup de qualificatifs. Ouais, c'est ça. Enlève les qualificatifs, puis le texte était parfait. Il était même parfait. Mais il avait voulu être sympathique. Tu sais, je te reviens avec l'idée de tout à l'heure, tu sais, est-ce qu'il ne faut pas avoir une forme de sympathie? On est dans un petit milieu. Ouais. Ce que je te dirais, c'est que oui, tu t'autocensures. Oui. Il y a des événements que tu vas traiter, mais là, tu vas donner l'information, mais tu n'insisteras pas sur le point dans ton texte. Et là, oui, tu t'auto-censures de cette façon-là. Tu le dis, ce qui s'est passé, mais tu n'insistes pas. Et quand tu insistes trop, tu deviens dans la phase commentaire. Et c'est là que ça... Tu sais, quand on faisait l'émission Qu'en pensez-vous, je te dirais que quand on faisait cette émission-là, moi, j'avais toujours l'approche de dire, puis toi aussi d'ailleurs, mais l'approche de dire, voilà, il y a eu tel événement, on relatait les faits qui se passaient, et voilà des implications qui peuvent y avoir. Et là, on faisait, oui, du commentaire, mais à partir de l'information brute que nous avions recueillie. Merci, Jules Simard, de ne pas t'être censuré avec nous et d'avoir livré le fond de ta pensée. Merci, ça nous a éclairé aussi sur l'évolution de ce métier-là et sur les enjeux, les défis de l'information pour les années à venir. Merci d'avoir embarqué encore avec nous pour cette deuxième saison qui démarre en trombe. On est très heureux. Merci d'avoir été là. Passez une bonne semaine et nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine! La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine.